Quand j'ai été mise à la porte pour être tombée enceinte, je suis partie sans un mot. 10 ans plus tard, je suis revenue en tant que propriétaire d'une application valant $1 million. Ma mère a pâli quand elle a vu mon nom dans le journal. Mais c'est le titre qui l'a fait s'évanouir. Je m'appelle Melissa Anderson, et j'ai 34 ans. Je suis assise ici, fixant la première page du Boston Globe, où mon visage apparaît à côté du titre « Ancienne paria transforme son application de soins prénataux en un empire de $75 millions ». Il y a 3 heures, j'ai reçu un appel de ma cousine Jenna. « Mel, ta mère s'est évanouie en voyant le journal. Ils t'ont qualifié de génie de la technologie qui a surmonté l'abandon familial. » Tout le monde appelle. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas célébré. J'ai simplement raccroché le téléphone, me suis assise dans mon bureau d'angle surplombant l'horizon de Boston, et j'ai pensé à comment, il y a exactement 10 ans, j'avais été chassé de ma maison avec pour seul bagage une valise et un test de grossesse positif. « Tu as 24 heures pour quitter cette maison », furent les derniers mots que j'entendis de ma mère. Je n'ai pas supplié. Je n'ai pas versé une larme devant elle. J'ai juste hoché la tête, suis monté, et fait mes valises et suis parti sans dire un mot. Aujourd'hui, je ne raconte pas seulement mon histoire. Je partage une leçon sur la façon de construire quelque chose à partir de rien lorsque les gens qui sont censés vous aimer inconditionnellement vous tournent le dos. D'où nous regardez-vous aujourd'hui? Laissez votre localisation dans les commentaires ci-dessous et cliquez sur les boutons « J'aime » et « S'abonner » si vous vous êtes déjà senti rejeté par les personnes qui auraient dû vous protéger. Vous voudrez absolument rester pour savoir ce qui s'est passé ensuite. J'ai toujours été la fille inadaptée de la famille Anderson. Tandis que ma sœur Rebecca excellait en tant que fille parfaite, reine du bal de promo, diplômée de Yale avec mention, mariée à un médecin à 24 ans, j'étais la sœur qui remettait tout en question, de la religion aux attentes de genre imposées par mes parents conservateurs. Mon père, un chirurgien cardiaque respecté, et ma mère, présidente de l'association des parents d'élèves et de la ligue caritative locale, maintenaient une image impeccable dans notre communauté aisée de Newton, Massachusetts. Pour eux, les apparences étaient tout. Rebecca suivait le scénario à la perfection. Elle choisit la médecine comme carrière. Épousa le fils d'amis de la famille. S'installa dans un manoir à seulement 15 minutes de la maison de mes parents. Moi, en revanche, j'ai abandonné la faculté de droit en 2e année pour travailler dans une start-up technologique. Ce n'est qu'une phase, disait ma mère lors des réunions mondaines. Elle retournera à l'école quand elle en aura assez de ce jeu vidéo. Je me souviens de la fête de Noël 2013, lorsque mon père porta un toast à notre Rebecca qui venait d'être acceptée au programme de résidence en neurochirurgie de Harvard. Applaudissements, champagne, cadeaux extravagants. Quand ce fut mon tour de partager une nouvelle, je mentionnai que ma start-up avait obtenu son premier financement significatif. C'est gentil, chérie, répondit ma mère, changeant rapidement de sujet pour parler de la nouvelle voiture qu'ils avaient achetée pour Rebecca. Tout au long de ma vie, j'ai accepté ma position de 2e choix, toujours dans l'ombre de ma sœur parfaite. Malgré le traitement inégal, j'ai désespérément essayé de gagner l'approbation de mes parents. J'ai assisté à tous les événements familiaux, j'ai proposé d'aider au projet communautaire de ma mère, j'ai même accompagné mon père à ses parties de golf malgré ma haine pour ce sport. Quand Rebecca a eu son premier enfant, j'ai passé des semaines à aider avec le bébé, à préparer les repas, à nettoyer sa maison, tandis que ma mère se contentait de se présenter pour prendre des photos pour Instagram. C'est bien de te voir te rendre utile, a-t-elle commenté. Peut-être que cela t'inspirera à fonder ta propre famille de la bonne manière, avec un mari d'abord. En fait, j'avais une relation. Lucas était programmeur et nous travaillions ensemble à la start-up. Il était brillant, gentil et m'aimait pour qui j'étais. Je l'ai présenté à ma famille une seule fois lors d'un dîner désastreux où mon père lui a à peine parlé et ma mère a fait des commentaires indirects sur les hommes ayant de vrais emplois. Lucas est parti dévasté, et je ne l'ai plus jamais invité aux événements familiaux. Pourtant, j'ai continué à essayer. Lorsque mes parents ont célébré leur 35e anniversaire de mariage, j'ai organisé et payé une somptueuse fête surprise qui a englouti 3 mois de mon salaire. J'ai invité tous leurs amis, planifié chaque détail. À la fin de la soirée, ma mère a serré Rebecca dans ses bras et a dit « Chérie, tu sais toujours exactement comment nous rendre heureux. » Rebecca n'avait même pas aidé aux préparatifs. J'ai ravalé la boule dans ma gorge et j'ai souri. Vivre dans l'ombre de la perfection était étouffant, mais j'ai continué à avancer.
Chaque matin, je me réveillais et consultais le chat de groupe familial, des messages de ma mère sur les dernières réalisations de Rebecca, des invitations à des événements où je serais inévitablement comparé à ma sœur. Je me présentais quand même, souriant à travers la douleur, acceptant les compliments empoisonnés. Au moins, tu fais quelque chose avec ces compétences informatiques, disait mon père, comme si diriger une start-up technologique prometteuse était un passe-temps et non une carrière. La start-up était mon évasion. Entre les lignes de code et les réunions avec les investisseurs, j'ai trouvé ma voie. Notre application aidait les petites entreprises à suivre efficacement leur stock. Rien de révolutionnaire, mais solide. Lucas et moi étions plus que des collègues à ce moment-là. Les longues nuits de débogage se sont transformées en dîners, et bientôt nous étions inséparables. « Tu es brillante, Mel », me disait-il quand je résolvais un problème particulièrement difficile. « Tes parents n'ont aucune idée de ce qu'il manque. » Je le croyais parfois. Mais des années de conditionnement sont difficiles à briser. Pour mon 24e anniversaire, mes parents ont offert à Rebecca un week-end spa pour tout son travail acharné avec les enfants. J'ai reçu une carte cadeau pour un grand magasin avec une note suggérant que j'achète des vêtements professionnels, pour le jour où tu décideras d'avoir un vrai travail. J'ai glissé la carte dans mon portefeuille et les ai remerciés poliment. Ce soir-là, Lucas m'a emmené dîner dans un petit restaurant italien. « J'ai quelque chose pour toi », dit-il, faisant glisser une petite boîte sur la table. Mon cœur a bondi. Était-ce ça? La proposition qui pourrait enfin me rendre acceptable aux yeux de mes parents. À l'intérieur se trouvait un délicat bracelet en argent avec un petit pendentif en forme de puce informatique. « Parce que tu changes le monde, une ligne de code à la fois », expliqua-t-il. Je le portais partout. C'est devenu mon talisman, s'éclaircit la gorge un rappel que quelqu'un appréciait mon esprit, mon travail, mon vrai moi. 2 semaines plus tard, tout s'est effondré. Notre principal investisseur s'est retiré de manière inattendue. La start-up saignait de l'argent. Lucas et moi travaillions 18 heures par jour pour essayer de la sauver, nous disputant sous le stress et l'épuisement. Peut-être devrions-nous faire une pause, suggéra-t-il un soir après une dispute particulièrement houleuse sur notre architecture de code. Juste le temps que les choses se stabilisent. J'ai accepté, trop fatigué pour me battre. Que était-ce qu'un rejet de plus, de toute façon? Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une sensation étrange. Mes règles avaient 2 semaines de retard, mais je l'avais attribué au stress. Maintenant, une nouvelle possibilité m'est apparue. Le test de grossesse a mis 3 minutes à se développer. 3 minutes qui se sont étirées en une éternité. Lorsque les 2 lignes roses sont apparues, claires et indéniables, je suis resté assis sur le sol de la salle de bain pendant des heures, mon esprit parcourant des scénarios. Aucun d'eux n'était bon. Lucas et moi étions en pause. La start-up échouait. Mon bail d'appartement se terminait dans 2 mois. Et ma famille verrait cela comme la confirmation ultime de mon échec. Pendant un instant honteux, j'ai envisagé de ne rien dire à personne, de gérer ça discrètement, seul. Puis j'ai pensé à l'enfant qui grandissait en moi. Mon enfant, lui transmettrais-je le même amour conditionnel avec lequel j'avais grandi? Non. Ce bébé méritait mieux. Je méritais mieux. J'ai passé le week-end à rechercher des options, à calculer mes finances, à faire des plans. Le dimanche soir, j'avais pris ma décision. J'aurais ce bébé avec ou sans Lucas, avec ou sans le soutien de ma famille. Mais d'abord, je devais leur dire. J'ai choisi le dimanche soir, sachant que mes parents seraient à la maison après l'église. J'ai conduit le chemin familier jusqu'à Newton, répétant ce que je dirais. Je ne demandais pas d'argent ni un endroit où loger, juste du soutien, de la compréhension, le strict minimum qu'une fille devrait attendre de ses parents. J'étais naïve. Ma mère a ouvert la porte, la surprise traversant son visage parfaitement maquillé. « Mélissa, nous ne t'attendions pas, Rebecca et la famille viennent de partir. » Bien sûr, ils avaient eu un dîner de famille sans moi. J'ai ravalé la blessure, l'ajoutant à la montagne que j'avais accumulée au fil des ans. « Pouvons-nous parler ?» demandai-je, ma voix plus stable que je ne l'étais. « Ton père regarde le match, mais entre. Tu veux un reste de tarte ? Rebecca l'a faite. C'est divin. » Je l'ai suivi dans l'impeccable cuisine, refusant la tarte. Mon estomac était déjà noué. « Maman, je dois te dire quelque chose d'important, »
à toi et à papa. Elle a soupiré, jetant un coup d'œil à sa montre. C'est à propos de la start-up? Je t'ai dit que ces choses technologiques sont imprévisibles. Tu aurais dû rester à la faculté de droit. Ce n'est pas à propos de la start-up. C'est personnel. Peux-tu aller chercher papa, s'il te plaît? Quelque chose dans mon ton a dû faire mouche car elle n'a pas argumenté. Quelques minutes plus tard, nous étions assis dans le salon formel, la pièce réservée aux invités importants et aux conversations sérieuses. Eh bien, demanda mon père, visiblement agacé de manquer son match. Qu'y a-t-il de si urgent? Je pris une profonde inspiration. Je suis enceinte. Le silence qui suivit mon annonce fut assourdissant. Le visage de ma mère se figea dans un masque d'horreur tandis que le teint de mon père devint d'un rouge dangereux. Tu es quoi? Grogna-t-il finalement, sa voix basse et contrôlée. Je suis enceinte. D'environ 6 semaines, mes mains tremblaient, mais je les gardais fermement croisées sur mes genoux. Et le père? La voix de ma mère était cassante, comme une fine glace sur le point de se briser. Lucas, nous faisons une pause en ce moment. La start-up ne va pas bien. Mon père se leva brusquement, me dominant. 250 000 $. C'est combien a coûté tes études de droit avant que tu n'abandonnes? Et maintenant ça. Le montant précis me frappa comme une gifle. Il n'avait jamais mentionné le coût auparavant. Mais bien sûr, il avait tenu les comptes, totalisant mes échecs. Je ne suis pas venu ici pour demander de l'argent, dis-je calmement. Je pensais juste que vous devriez savoir. Ma mère se décongela enfin. Savoir quoi exactement? Que tu as été irresponsable? Que tu gâches ce qu'il reste de ton avenir? Que tu fais honte à cette famille? Je m'attendais à de la déception, peut-être même à de la colère, mais la méchanceté dans sa voix me choqua. Je garde le bébé, déclarai-je, ma détermination se renforçant face à leur réaction. J'ai pris ma décision. Non, déclara mon père catégoriquement. Aucune fille de moi ne sera une mère célibataire. Que diraient les gens? Que penseraient nos amis à l'église? Je me fiche de ce qu'ils pensent. C'est ma vie, mon corps, mon choix. Ma mère rit, un son froid et creux. Ton choix. Tu n'as fait que de mauvais choix. Abandonner l'école, cette start-up ridicule, et maintenant ça. La start-up n'est pas ridicule, me défendis-je automatiquement. Nous avons aidé des centaines de petites entreprises. Et où est tout ce succès maintenant? Répliqua mon père. Peux-tu subvenir aux besoins d'un enfant avec une entreprise en faillite? As-tu une idée de ce que coûtent les enfants? Je me débrouillerai. Je ne suis pas venu ici pour une leçon ou pour de l'argent. Je pensais peut-être que vous voudriez être les grands-parents de ce bébé. Ma mère se leva elle aussi, tous les deux me dominant. Rebecca nous a donné 3 petits-enfants parfaits, des enfants nés dans le mariage de parents qui peuvent subvenir à leurs besoins correctement. C'est ça, la famille. L'injustice de tout cela m'envahit. 3 décennies à ne jamais être à la hauteur, d'amour conditionnel, d'être la déception de la famille. Alors, qu'est-ce que vous dites? Demandai-je, connaissant déjà la réponse. Mon père regarda ma mère, une communication tacite passant entre eux. Puis il se tourna vers moi, son expression durcie. Tu as 2 options, Mélissa. Tu peux arranger cette situation discrètement. Nous connaissons des médecins qui peuvent t'aider. Sa signification était sans équivoque. Ou quoi? Ma voix n'était plus qu'un murmure. Ou tu peux quitter cette maison et cette famille, acheva ma mère. Nous ne soutiendrons pas cette décision. Nous ne serons pas témoins de la destruction de ta vie et de l'humiliation de cette famille. Je les fixais, ces étrangers qui m'avaient élevé. Vous renieriez votre propre fille, votre propre petite-fille? Tu te renies toi-même par ces choix, répliqua froidement mon père. Tu as 24 heures pour décider. Dans tous les cas, je veux que tu quittes cette maison d'ici demain soir. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. Quelque chose s'est endurci en moi à ce moment-là. Une graine de détermination a pris racine. Je n'ai pas besoin de 24 heures, dis-je en me levant. J'ai fait mon choix. Je suis passé devant eux, montant les escaliers familiers jusqu'à mon ancienne chambre, conservée comme une exposition muséale de la belle fille que je n'avais jamais vraiment été.
Je ne possédais plus grand-chose ici, juste de vieux vêtements et des souvenirs. Il m'a fallu moins d'une heure pour emballer ce qui comptait. Quand je suis descendu avec ma petite valise, il m'attendait près de la porte. Ma mère tendit une enveloppe. « Prends-la, dit-elle sèchement. C'est suffisant pour arranger les choses si tu changes d'avis. » Je n'ai pas pris l'enveloppe. Je les ai regardés dans les yeux une dernière fois, cherchant une étincelle d'amour, un signe qu'il pourrait fléchir. Il n'y avait rien. « Au revoir », dis-je simplement, et je suis sorti dans la fraîche soirée printanière, la porte se refermant fermement derrière moi. Dans ma voiture, je me suis enfin permis de pleurer. Pas longtemps, juste une brève libération de pression. Puis j'ai essuyé mes yeux, démarré le moteur et je suis parti, loin de la seule maison que j'ai jamais connue. Je ne le savais pas alors, mais je roulais vers un avenir plus lumineux que tout ce que j'aurais pu imaginer. Avez-vous déjà eu un moment où vous avez réalisé que les personnes qui devraient vous aimer le plus vous aimaient en fait le moins? Laissez un cœur dans les commentaires si vous avez dû vous éloigner de dynamiques familiales toxiques. J'ai conduit sans but pendant près d'une heure, trop choqué pour élaborer un plan cohérent. Finalement, je me suis retrouvé garé devant un petit café, l'un de ces endroits indépendants avec des meubles dépareillés et de l'art local sur les murs. Le genre d'endroit où l'on pouvait s'asseoir des heures avec une seule tasse de thé. Mes mains tremblaient en composant le numéro de la seule personne qui, à mon avis, pourrait comprendre. Tante Claire. Ma voix se brisa. J'ai besoin d'aide. Claire était la sœur cadette de ma mère et le mouton noir de la famille. Célibataire par choix, propriétaire d'une petite librairie, voyageuse fréquente. Ma mère la considérait comme un échec, mais pour moi, elle était fascinante. Je serai sur le prochain vol, fut tout ce qu'elle dit après que j'eus expliqué ce qui s'était passé. Cette nuit-là, dans mon minuscule appartement, j'ai finalement craqué complètement. Claire m'a tenu pendant que je sanglotais. Des années de douleur refoulée se sont déversées d'un coup. Tu sais, Mel, dit-elle en préparant du thé dans ma minuscule cuisine. Certaines familles sont toxiques. Certaines personnes confondent le contrôle avec l'amour. Tu n'as rien fait de mal en créant ta propre vie ou en étant enceinte. Mais maintenant? Je suis au chômage. Enceinte? Seule? Claire a pris mes mains. Premièrement, tu n'es pas seule. Deuxièmement, tu as un esprit brillant qu'ils n'ont jamais apprécié. Et troisièmement, elle sourit. J'ai un appartement de rechange à Seattle. Viens avec moi. Recommence. Seattle? Mais ma vie ici? Quelle vie, Mel? Celle que tu as construite en essayant de plaire à des gens qui ne t'accepteront jamais tel que tu es. La vérité de ces mots me frappa comme un éclair. Mais si j'échoue? Et si tu t'envoles, rétorqua-t-elle. Cette nuit-là, j'ai pris ma décision. Je ne répondrai pas à l'ultimatum de mes parents. Je ne supplierai pas. Je n'expliquerai pas. Je partirai simplement. Les semaines suivantes passèrent dans un flou. Claire est revenue avec moi à Boston pour m'aider à faire mes cartons. J'ai vendu presque tout, ne gardant que l'essentiel. Mes parents n'ont jamais appelé une seule fois. Rebecca a envoyé un seul SMS, « Maman est dévastée. J'espère que tu es heureuse. » Je n'ai pas répondu. J'ai contacté Lucas pour l'informer de ma grossesse. Il semblait effrayé, puis résigné. Je ne suis pas prêt à être père, Mel. Je suis désolé. Il a proposé de payer un avortement. Quand je lui ai expliqué que je gardais le bébé, il a signé les documents de renonciation aux droits parentaux sans hésitation. J'ai envisagé de demander une pension alimentaire, mais j'ai décidé que je préférais élever mon enfant entièrement selon mes propres conditions, sans lien compliqué avec quelqu'un qui ne voulait clairement pas faire partie de nos vies. Quant à la start-up, elle a fermé ses portes définitivement un mois après mon départ de Boston. L'application de gestion des stocks sur laquelle nous avions tant travaillé n'était plus qu'une autre entreprise technologique en faillite. Notre code et nos rêves perdus dans le cimetière numérique. Je l'ai appris par un ancien collègue qui m'a envoyé un email pour savoir si j'allais bien après mon départ soudain. Je n'ai pas répondu. À Seattle, l'appartement de Claire était petit mais accueillant, avec une vue sur le Puget Sound. C'est temporaire, expliqua-t-elle. Juste le temps que tu trouves ton chemin. En plus de m'héberger, Claire m'a offert un emploi bien rémunéré à la librairie, me permettant d'économiser pour mes projets futurs. Pendant ces premiers mois,
alors que mon ventre grossissait, je suis tombé dans une routine, aidé à sa librairie le jour et veillé tard à faire des recherches sur mon ordinateur portable. L'idée de l'application est venue naturellement. En tant que femme célibataire enceinte, j'ai découvert que les ressources existantes pour les futures mères supposaient une structure familiale traditionnelle. Où étaient les applications pour les femmes comme moi? J'ai commencé à coder la nuit, construisant un prototype d'application de grossesse qui offrait non seulement un suivi médical, mais aussi des ressources pour les mères célibataires. Des options communautaires locales et des conseils juridiques pour établir les droits parentaux et la pension alimentaire. Quand Sophia est née un matin pluvieux de novembre, j'avais un prototype fonctionnel et un plan d'affaires. J'ai tenu ma fille dans mes bras et je lui ai promis, nous allons construire quelque chose d'important ensemble, quelque chose qui aidera d'autres femmes comme nous. Claire a pris une photo de nous à ce moment-là. Des années plus tard, cette photo ferait partie de l'histoire des origines de Birthright, mon application qui a révolutionné les soins prénataux. Mais à ce moment-là, nous n'étions qu'une mère épuisée, un nouveau-né et une idée qui pourrait tout changer. Si vous avez déjà dû vous réinventer complètement, tapez « Nouveau départ » dans les commentaires. Je veux savoir si vous aussi, vous avez trouvé votre force dans vos moments les plus sombres. Les 2 premières années furent les plus difficiles. Je travaillais à la librairie le jour, m'occupais de Sophia la nuit et développais l'application dans les heures que je pouvais voler entre les couches et les tétés. Tante Claire était mon ange gardien, gardant Sophia quand j'avais besoin de quelques heures ininterrompues pour coder. 6 mois après la naissance de Sophia, j'ai obtenu une place dans un accélérateur de start-up de Seattle axé sur les femmes entrepreneurs. Ma présentation de Birthright, maintenant une application bêta avec 500 utilisateurs locaux, a suffisamment impressionné les investisseurs pour obtenir un financement initial de $150 000. Ce fut le premier moment où j'ai senti que peut-être, juste peut-être, tout irait bien. Avec ce financement, j'ai embauché 2 programmeurs pour m'aider à affiner l'application. Je n'aurais pas pu construire Birthright seul. Les défis techniques étaient trop complexes pour une nouvelle mère privée de sommeil. Mon expérience m'a donné suffisamment de connaissances pour créer le prototype initial, mais ces développeurs expérimentés ont aidé à transformer ma vision en une plateforme robuste. L'une d'entre elles, Maya, s'est particulièrement investie dans le projet, car sa sœur était récemment devenue mère célibataire. J'ai déménagé dans un petit appartement de 2 chambres près de la librairie de Claire. J'ai établi une routine qui me permettait d'être à la fois mère et PDG. Je me réveillais à 5 heures du matin pour travailler avant que Sophia ne se lève, je l'emmenais à la garderie 3 fois par semaine, travaillant frénétiquement jusqu'à l'heure de la récupérer, puis passant nos soirées ensemble. Notre grand coup de pouce est venu lorsqu'un grand magazine économique nous a mis sur sa liste de start-up à surveiller, ce qui a entraîné une augmentation exponentielle du nombre d'utilisateurs et de l'intérêt des investisseurs. En quelques mois, notre application est passée de quelques milliers à des dizaines de milliers d'utilisateurs. À aucun moment je n'ai tenté de contacter ma famille. Au début, je vérifiais obsessivement mon téléphone, espérant un message, un appel, un signe qu'il me manquait. Finalement, cette habitude s'est estompée. Par l'intermédiaire de Claire, je recevais des nouvelles occasionnelles. Rebecca avait eu 2 autres enfants. Mes parents avaient rénové la maison. La vie continuait sans moi. Pour le 3e anniversaire de Sophia, j'ai pris une décision. Je ne serai plus défini par le rejet de ma famille. Désormais, je ne regarderai que vers l'avant. Cette nuit-là, après avoir couché Sophia, je me suis assise dans mon petit bureau improvisé et j'ai écrit une lettre à mes parents. Ce n'était pas une lettre de réconciliation ni de colère. C'était une lettre d'adieu à des gens que je ne permettrai plus jamais de me blesser. Je ne l'ai jamais envoyée, mais l'acte de l'écrire fut libérateur. Le lendemain, j'ai présenté Birthright à un groupe de capital risqueurs de San Francisco. J'en suis ressorti avec un investissement de $2 millions et la détermination de transformer ma petite start-up en quelque chose d'extraordinaire. Au fur et à mesure que Birthright grandissait, ma confiance grandissait aussi. J'ai embauché une équipe diversifiée de femmes qui comprenaient notre mission, beaucoup d'entre elles étant elles-mêmes mères célibataires. Nous avons étendu les fonctionnalités de l'application en fonction des commentaires réels des utilisateurs, ajoutant des options de télémédecine, des groupes de soutien virtuel et même un module de planification financière spécifiquement conçu pour les foyers monoparentaux. Pour le 5e anniversaire de Sophia, nous avions des bureaux à Seattle et San Francisco, plus de 50 employés et plus de 500 000 utilisateurs actifs à travers le pays. J'ai acheté notre première vraie maison, une maison de 3 chambres avec un petit jardin où Sophia pouvait jouer.
Ce n'était pas un manoir à Newton, mais c'était la nôtre, payé par mon succès. J'ai fréquenté occasionnellement, mais rien de sérieux. Entre l'éducation de Sophia et la gestion de Birthright, il n'y avait pas beaucoup de temps pour les relations. De plus, j'avais appris à être prudente avec mon cœur. Sophia s'épanouissait, une enfant brillante et curieuse qui aimait les livres et les puzzles. Elle avait l'esprit aventureux de Claire, et les gens disaient, ma détermination. Quand elle m'a interrogé sur son père, je lui ai dit la vérité de manière adaptée à son âge. Quand elle m'a interrogé sur mes parents, j'ai simplement dit qu'ils vivaient loin et qu'ils ne pouvaient pas faire partie de nos vies. Sont-ils méchants, a-t-elle demandé un jour, sa logique de 5 ans à l'endroit au but. Non, ma chérie, ai-je répondu après mûre réflexion. Ils ont juste des idées très strictes sur la façon dont les gens devraient vivre leur vie. Et j'ai choisi un chemin différent. J'aime notre chemin, a-t-elle déclaré en me serrant fort dans ses bras. Moi aussi, mon bébé. Moi aussi. Un mardi ordinaire, tout a de nouveau changé. Je révisais les rapports trimestriels dans mon bureau lorsque mon assistante a frappé. Il y a un appel pour vous. Quelqu'un nommé Rebecca Anderson. Elle dit quelle est votre sœur. 7 ans de silence. Et maintenant ça. Mes mains tremblèrent légèrement en décrochant le téléphone. Mel? Sa voix était exactement comme je m'en souvenais. Ça fait longtemps. Oui, répondis-je, ne sachant pas quoi dire d'autre. J'ai vu un article sur toi dans Business Insider. Ton application? C'est impressionnant. Vraiment impressionnant. Merci. Un silence gêné suivit. Puis elle dit, maman et papa l'ont vu aussi. Mon cœur s'emballa. Et ils veulent te voir et rencontrer Sophia. Une autre pause. Nous tous. Je fermais les yeux, les souvenirs affluents. Les fêtes de Noël où j'étais invisible. Le dîner d'anniversaire où mes efforts étaient ignorés. La nuit où il m'avait donné 24 heures pour partir. Pourquoi maintenant, Rebecca? Est-ce parce que j'ai réussi, parce que l'article mentionnait un récent tour de financement de 30 millions de dollars? Ce n'est pas juste, protesta-t-elle. Ils vieillissent. Ils ont eu le temps de réfléchir. Les gens peuvent changer, Mel. Peuvent-ils, me suis-je demandé. Ou adaptent-ils simplement leur tactique lorsque les anciennes ne fonctionnent plus? J'ai besoin de temps pour y réfléchir, dis-je finalement. Et je dois considérer ce qui est le mieux pour Sophia. Bien sûr, répondit Rebecca. N'attends pas trop longtemps. La vie est courte, Mel. Après avoir raccroché, je suis resté immobile, s'éclaircit la gorge fixant l'horizon de Seattle. Étais-je prête à les laisser revenir dans ma vie? Plus important encore, étais-je prête à les laisser entrer dans celle de Sophia? 3 semaines passèrent avant que je ne réponde à l'appel de Rebecca. 3 semaines de débats internes, de nuits blanches et de longues conversations avec Claire. Il ne mérite pas ton pardon, dit Claire un soir autour d'un verre de vin après que Sophia fut endormie. Peut-être qu'il ne s'agit pas de ce qu'il mérite, répondis-je. Peut-être qu'il s'agit de ce dont j'ai besoin, de ce dont Sophia pourrait avoir besoin. Et qu'est-ce que c'est? Je fis tournoyer le vin dans mon verre, observant le liquide bordeaux capter la lumière. La clôture, peut-être, ou donner un exemple différent à Sophia sur la façon de gérer les personnes difficiles. Sois juste prudente, Mel. Les léopards changent rarement leurs tâches. J'ai appelé Rebecca un dimanche soir, sachant que mes parents seraient probablement à la maison. Je suis prête à envisager une visite, lui ai-je dit. Mais j'ai des conditions. Sophia passe en premier. Le moindre signe de rejet ou de jugement envers elle et nous partons. Pas de deuxième chance. C'est juste, accepta Rebecca rapidement. Quand pouvez-vous venir? Le destin voulut que je sois censé prendre la parole à une importante conférence technologique à Boston dans 2 mois. Début juin, dis-je. Nous resterons à l'hôtel, pas à la maison. Maman et papa n'aimeront pas ça, prévint Rebecca. Ce n'est pas négociable. Ce n'est pas une réunion de famille, Rebecca. C'est une expérience soigneusement contrôlée. Les semaines précédant le voyage furent un tourbillon. Birthright obtint un autre investissement majeur, portant notre valorisation à 75 millions de dollars. Nous avons lancé l'application dans 2 pays supplémentaires. J'ai embauché un COO pour gérer les opérations quotidiennes,
me donnant plus de flexibilité pour l'avenir. À travers tout cela, j'ai préparé Sophia avec soin pour la rencontre. À 9 ans, elle était perspicace et curieuse au sujet des grands-parents qu'elle n'avait jamais rencontrés. « Pourquoi n'ont-ils pas voulu me rencontrer avant ?» demanda-t-elle un soir alors que je l'abordais. La question me brisa le cœur. Comment expliquer l'amour conditionnel à un enfant qui n'a connu que l'acceptation? Parfois, les adultes font des erreurs, ma chérie. De grandes erreurs qui prennent beaucoup de temps à réparer. Tes grands-parents ont fait une erreur avec moi quand tu étais dans mon ventre. Mais maintenant, ils veulent réessayer. Vont-ils m'aimer? La vulnérabilité dans sa voix me serra la poitrine. Tout le monde qui te rencontre t'aime, Sophia. Mais même s'ils ne sont pas parfaits, je veux que tu saches que ce n'est jamais ta faute. Tu comprends? Elle hocha la tête, absorbant mes mots avec une sagesse qui dépassait son âge. La veille de notre vol pour Boston, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Mélissa, c'est le docteur Shapiro. J'étais ton pédiatre quand tu étais enfant. Surprise, j'ai répondu, docteur Shapiro, comment avez-vous eu mon numéro? Ta mère me l'a donné. Apparemment, elle l'a obtenu de ton assistante quand elle organisait ta visite. J'ai pris note mentalement d'avoir une conversation sérieuse avec mon équipe sur les protocoles de confidentialité. Elle organise un dîner de bienvenue pour toi et Sophia. À l'église. J'ai figé. À l'église? Quel dîner? La réception de bienvenue pour célébrer votre retour en famille. Ta mère a invité toute la congrégation. Tout le monde est tellement excité de rencontrer ta fille. Le ton de sa voix quand il a dit « fille » m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Ce n'était pas une réconciliation. C'était un spectacle. Une chance de montrer à quel point ils étaient généreux en acceptant le retour de la fille prodigue et de son enfant illégitime. Docteur Shapiro, je n'ai jamais consenti à cela. Je ne savais rien d'aucune réception. Oh. Il sembla sincèrement surpris. Ta mère a insinué que tout était arrangé. Elle a dit que tu étais enfin revenu à la raison. Après avoir raccroché, j'ai immédiatement appelé ma mère. Une réception à l'église. Sérieusement, maman. Je pensais que tu serais contente, répondit-elle sur la défensive. Je montre à tout le monde que nous t'acceptons de nouveau. M'accepter de nouveau? Comme si j'avais fait quelque chose de mal et exposé Sophia à un cirque où tout le monde la regardera comme une sorte de curiosité. Tu exagères comme toujours. Ce n'est qu'un dîner pour célébrer la réunion de famille. Non, c'est toi qui essaies de contrôler le récit, transformant notre histoire en quelque chose qui te fait passer pour la mère indulgente, pas celle qui a mis à la porte sa fille enceinte. Alors, tu ne viens pas? Sa voix prit ce ton familier de déception calculée. J'ai pris une profonde inspiration. Nous venons à Boston comme prévu. Nous vous rencontrerons, papa et Rebecca, pour un déjeuner privé. Pas d'église, pas de communauté, pas de spectacle, juste la famille. Si ce n'est pas acceptable, alors nous ne nous verrons pas. Le silence à l'autre bout de la ligne fut assourdissant. J'annulerai la réception, dit-elle finalement, sa voix froide. Mais ton père sera très déçu. Il survivra, répondis-je. Comme moi. Que pensez-vous qu'il arrivera lorsque Mélissa affrontera enfin ses parents après toutes ces années? Partagez vos prédictions dans les commentaires. La conférence technologique fut un succès. J'ai présenté la nouvelle fonctionnalité de télémédecine de Birthright à une salle comble, et les retours furent extraordinaires. Plusieurs publications technologiques ont demandé des interviews, y compris le Boston Globe. Le lendemain, nous avons rencontré ma famille pour notre déjeuner convenu. C'était surréaliste de revoir mes parents après 7 ans. Mon père semblait plus âgé, ses cheveux complètement gris. Ma mère était la même, parfaitement coiffée, sourire contrôlé. Rebecca semblait nerveuse, tripotant sa serviette. Sophia, vêtue de sa robe bleue préférée, serrait ma main fermement. Alors, dit mon père après les salutations initiales. Nous entendons dire que ton application marche bien. Birthright, corrigez-je. Oui, nous sommes valorisés à 75 millions de dollars maintenant. Nous venons de clôturer notre série B, il hocha la tête, visiblement impressionné malgré lui. Et ce doit être Sophia, dit ma mère, regardant ma fille avec une expression difficile à lire. Elle te ressemble quand tu étais petite. Enchantée, dit poliment Sophia.
Exactement comme nous l'avions répété. La conversation se déroule attendue. Question superficielle, réponse prudente. Personne ne mentionna directement le passé jusqu'à ce que ma mère dise « Nous sommes si heureux que tu aies enfin décidé de nous laisser revenir dans ta vie, Mélissa. Ces années ont été difficiles pour nous tous. » Je posai ma fourchette. Soyons clairs sur quelque chose. Je ne vous ai pas tenu à l'écart. Vous m'avez jeté dehors quand j'étais la plus vulnérable. Vous n'avez jamais essayé de me trouver. Vous n'avez jamais demandé de nouvelles de votre petite fille. Vous ne m'avez contacté que lorsque vous avez appris mon succès. Ce n'est pas juste, interrompit mon père. Tu savais où nous trouver. Oui, dans la même maison d'où vous m'avez chassé, l'endroit où vous m'avez dit que ma grossesse était une honte inacceptable pour la famille. Rebecca intervint. Pouvons-nous laisser le passé derrière nous? Pour le bien des enfants, mes enfants devraient connaître leur cousine. J'ai regardé Sophia, qui suivait la conversation avec des yeux attentifs. J'adorerais que Sophia connaisse ses cousins, mais je ne ferai pas semblant que rien ne s'est passé. Si nous voulons reconstruire une quelconque relation, elle doit être basée sur la vérité. Quelle vérité veux-tu, Mélissa? Demanda ma mère, visiblement irritée. Que tu es tombée enceinte hors mariage. Que tu as abandonné tes études. Que tu as fui au lieu d'assumer tes responsabilités. Catherine, prévint mon père, jetant un coup d'œil nerveux aux tables voisines. Je pris une profonde inspiration. La vérité est que vous avez conditionné votre amour et la vérité est que je n'en ai plus besoin. Je suis venu ici aujourd'hui pour donner à Sophia une chance de connaître sa famille élargie, mais je vois que c'était une erreur. Je commençais à ramasser mon sac, prêt à partir. Quand mon père parla, « Attends, s'il te plaît. » Étonnamment, ses yeux étaient humides. « Je suis fier de ce que tu as construit, dit-il, sa voix basse. Et je suis désolé. Vraiment désolé. Nous avons mal réagi. J'ai mal réagi. » Ma mère sembla choquée par son aveu. « Merci, répondis-je, ne sachant que dire d'autre. Pouvons-nous réessayer, demanda-t-il. Pas d'attente, pas de jugement, juste apprendre à connaître notre petite fille. Je regardai Sophia, qui hocha la tête presque imperceptiblement. Peut-être, répondis-je, mais à nos conditions, pas aux vôtres. L'article du Boston Globe fut publié le lendemain matin. De paria à révolutionnaire, comment Melissa Anderson a transformé un traumatisme personnel en un empire technologique de 75 millions de dollars. L'article détaillait mon parcours, de mon expulsion de chez moi alors que j'étais enceinte à la création de Birthright, désormais utilisé par plus de 2 millions de femmes dans 6 pays. Le journaliste avait fait ses devoirs, découvrant le lien avec l'éminente famille Anderson de Newton. Des sources ont révélé que l'entrepreneur avait été rejeté par sa famille conservatrice lorsqu'elle était tombée enceinte hors mariage à 24 ans, construisant son empire technologique sans aucun soutien familial ou financier. Quand ma cousine m'a appelé pour me dire que ma mère s'était évanouie en voyant le journal, je n'ai ressenti ni joie ni justification, juste un étrange sentiment de clôture. 3 ans après ce déjeuner tendu, les choses étaient différentes. Nous n'étions pas une famille parfaitement réconciliée comme dans les films. Les blessures étaient trop profondes pour cela. Mais il y avait un nouvel équilibre. Sophia, maintenant âgée de 12 ans, rendait visite à ses grands-parents occasionnellement, toujours sous ma supervision. Mon père avait fait un véritable effort pour la connaître, l'emmenant au parc et lui lisant des histoires. Il avait aussi finalement transféré ce fonds qu'il avait mentionné, le transformant en un compte d'épargne pour l'éducation de Sophia. Ma mère essayait à sa manière limitée. Rebecca et moi échangions des messages régulièrement, et ses enfants adoraient leur cousine technologique qui savait tout sur les ordinateurs. Birthright continuait de croître. Nous avons récemment lancé un programme de bourse pour les mères célibataires souhaitant étudier et s'orienter vers la technologie. La première promotion de 50 femmes débuterait le semestre prochain. Sophia adorait visiter le bureau et aider l'équipe de conception. Tante Claire a déménagé à San Francisco pour être plus proche de nous, gérant une nouvelle succursale de sa librairie. Elle est restée mon roc, ma famille de choix. Quant à Lucas, le père biologique de Sophia, il ne m'a plus jamais contacté, une absence qui, ironiquement, nous a donné la liberté de tracer notre propre chemin. Sophia posait parfois des questions sur lui, et j'étais honnête. De manière adaptée à son âge, peut-être qu'un jour elle voudra le rencontrer. Si ce moment arrive, je soutiendrai sa décision. Parfois,
les gens me demandent si j'ai pardonné à mes parents. C'est une question compliquée. Je ne ressens plus de colère ni de ressentiment. Ce serait comme porter une pierre lourde qui ne me blesserait que moi-même. Mais je n'ai pas oublié non plus. Les cicatrices restent des rappels des leçons que j'ai apprises. Que la famille est plus une question d'action que de sang. Que le rejet peut être la redirection la plus puissante de la vie. Que notre valeur ne dépend jamais de l'approbation des autres. Que parfois, nous devons tout perdre pour découvrir notre vraie force. Si vous regardez ceci et que vous traversez votre propre moment de rejet ou de crise, rappelez-vous que votre histoire ne se termine pas au chapitre le plus difficile. Ce qui semble être votre fin pourrait bien être le début de quelque chose d'extraordinaire. Je m'appelle Melissa Anderson. J'ai été mise à la porte parce que j'étais enceinte. Je suis partie sans dire un mot. Et 10 ans plus tard, je suis revenue non pas en tant que survivante, mais en tant que créatrice de quelque chose qui aide des millions de femmes à écrire leurs propres histoires de rédemption. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas la vengeance du tout. C'est simplement de bien vivre et selon ses propres termes. Si cette histoire a résonné en vous, assurez-vous d'aimer et de vous abonner pour plus d'histoires de résilience et de transformation. D'où nous regardez-vous? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. 6 mois après l'article du Boston Globe, mon téléphone a sonné avec un appel inattendu. C'était mon père. Melissa, j'aimerais te rendre visite, à toi et à Sophia, à San Francisco. Juste moi. Pas de mère, pas de Rebecca, juste un grand-père qui veut mieux connaître sa petite fille. J'ai hésité, prise au dépourvu par la demande. Après notre déjeuner prudent à Boston, nous avions maintenu un contact minimal. Des appels pour les fêtes, des photos occasionnelles envoyées via Rebecca. Rien de substantiel. Qu'en pense maman? Une pause. Elle ne sait pas que j'appelle. Les choses sont tendues depuis l'article. Depuis que je me suis excusé auprès de toi. Intéressant. Je n'avais jamais imaginé mon père rompre les rangs avec ma mère. En 34 ans, je n'avais jamais vu cela arriver. Pourquoi maintenant, papa? Sa voix s'est adoucie d'une manière que j'avais rarement entendue. J'ai 68 ans, Melissa. J'ai passé ma vie à définir le succès par les apparences, par ce que les autres pensent. Le chirurgien cardiaque à la famille parfaite, le leader communautaire, la success story. Il a pris une inspiration. Et où cela m'a-t-il mené? Une fille qui, à juste titre, ne veut rien avoir à faire avec moi. Une petite fille que je connais à peine. Un mariage qui est plus une performance qu'un partenariat. Je suis restée silencieuse, laissant ces mots s'imprégner. L'article. Voir tout écrit comme ça, ce que nous t'avons fait, comment tu as réussi malgré nous, et non grâce à nous, ça m'a forcé à affronter des dures vérités. J'ai pensé à Sophia, jouant maintenant dans le jardin de notre maison de San Francisco. Elle méritait de connaître son grand-père, le vrai homme, pas le chirurgien perfectionniste qui avait rejeté sa mère. Tu peux venir pour un week-end, dis-je finalement. Mais nous n'effaçons pas le passé, papa. Et si c'est une tentative de me ramener dans le giron selon les conditions de maman? Ce n'est pas ça, interrompit-il. Je te le promets. 2 semaines plus tard, mon père est arrivé. Il semblait plus petit, d'une certaine manière, moins imposant que la figure imposante de mon enfance. Il a apporté à Sophia une télescope, pour une fille qui tend déjà vers les étoiles. Et à moi, étonnamment, une clé USB. Qu'est-ce que c'est, demandai-je ce soir-là, après que Sophia fut couchée. Toutes les photos de toi en grandissant que j'ai pu trouver. Pièces de théâtre à l'école, foire scientifique, anniversaire. Je pensais que Sophia voudrait peut-être voir sa mère enfant. Il a hésité. Et je pensais que tu voudrais peut-être une preuve que tu n'as pas toujours été invisible pour moi. Je l'ai branchée à mon ordinateur portable et la jetai, maigre et sérieuse à ma foire scientifique de 8e année où j'avais construit un panneau solaire fonctionnel. Mon père se tenait à côté de moi, sa main sur mon épaule, la fierté évidente dans son expression. Je ne me souviens pas que tu étais là, dis-je doucement. J'ai quitté le travail tôt. Ta mère a dit que ce n'était pas nécessaire, que ce n'était qu'une foire scientifique, mais je voulais voir ce que tu avais construit. Une autre photo me montrait à 16 ans recevant un prix de codage. Encore mon père en arrière-plan. Tu as toujours été extraordinaire, Melissa. Je ne savais juste pas comment l'entretenir.
Comment t'entretenir? Pourquoi pas? La question qui m'avait hanté pendant des décennies. Il a fixé son verre de whisky. 4300 $. Quoi? C'est ce que mon père avait sur son compte en banque quand il est mort. 4300 $ après 45 ans passés à travailler dans une usine. Il était brillant. Il pouvait tout réparer, tout construire. Mais il n'a jamais eu d'opportunité. Quand je suis entré à la faculté de médecine, il a pris un deuxième emploi pour m'aider à payer. Je n'avais jamais entendu cette histoire auparavant. Je me suis promis que mes enfants ne s'inquiéteraient jamais d'argent ou de statut, qu'ils auraient tous les avantages. Quelque part en chemin, cela s'est transformé en attente rigide, en mesurant le succès par la validation externe. Il a levé les yeux vers moi. À valoriser les réalisations prévisibles de Rebecca au détriment de ton esprit innovant. Et maman, ta mère venait d'une famille aisée, mais pas respectée. Sa famille avait de la richesse mais pas de statut. Épouser un médecin lui a donné la position sociale qu'elle désirait ardemment. Elle a passé sa vie terrifiée à l'idée de la perdre. Cela n'excusait pas ce qu'ils avaient fait, mais cela m'a aidé à comprendre le mécanisme complexe qui avait façonné mon enfance. Le week-end passa vite. Mon père et Sophia se sont liés autour de sa collection de minéraux et de ses connaissances en formation géologique. Je les observais de loin. Cette nouvelle version de mon père, patiente, attentive, sincèrement intéressée. Le dernier soir, alors que Sophia lui montrait son dernier projet de codage sur son ordinateur portable pour enfants, il se tourna vers moi, les larmes aux yeux. Elle est extraordinaire, tout comme sa mère. Oui, elle l'est, acquiesçai-je. J'ai pris une décision, dit-il plus tard après que Sophia fut couchée. Je me retire de la chirurgie. J'ai donné mon préavis de 6 mois à l'hôpital. À cause de ton tremblement de main? J'avais remarqué cela tout au long de sa visite. Il sembla surpris. Tu as vu ça? Je vois tout maintenant, papa. Il hocha la tête. En partie le tremblement, en partie je veux des choses différentes maintenant. Du temps, pas du prestige, de la connexion, pas de l'approbation. Et maman, nous verrons. Pour la première fois en 40 ans, je fais des choix sans considérer sa réaction en premier. C'est libérateur. Quand il est parti le lendemain, Sophia l'a serré fort dans ses bras. Tu reviendras, grand-père? Aussi souvent que ta mère le permettra, répondit-il en me regardant. J'ai hoché la tête. On trouvera un arrangement. Alors que son taxi s'éloignait, j'ai senti quelque chose bouger en moi. Pas exactement du pardon, mais un adoucissement, une reconnaissance que les gens peuvent changer, même après des décennies de rigidité. Ce soir-là, j'ai reçu un SMS de mon père. Merci de me donner une seconde chance que je ne mérite pas. Je suis fier de toi, Mélissa. Je l'ai toujours été, même quand je ne pouvais pas le montrer. J'ai montré le message à Claire lors de notre appel vidéo hebdomadaire. Le crois-tu? Demanda-t-elle. Je crois qu'il veut changer. Qu'il puisse le maintenir, surtout face à l'influence de ma mère, c'est une autre question. Et Catherine? Un dégel de ce côté-là. J'ai secoué la tête. Silence radio. Selon Rebecca, elle est toujours furieuse à cause de l'article, de l'excuse de papa, de tout. Ça te va? J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi. Oui. J'ai passé ma vie à chercher son approbation. J'en ai fini avec ça maintenant. Si elle veut une relation avec moi et Sophia, elle sait ce qui doit changer. Regarde-toi, Claire a souri. Tu as grandi et tu poses des limites. J'ai ri. Ça n'a pris que 34 ans et une entreprise de 75 millions de dollars. Mieux vaut tard que jamais, ma petite. 3 mois après la visite de mon père, Birthright a atteint une étape majeure. 5 millions d'utilisateurs actifs dans le monde. Nous avons célébré avec du champagne au bureau et des glaces avec Sophia à la maison. La même semaine, j'ai reçu une enveloppe d'aspect officiel de Boston, du papier épais et crème, avec l'adresse en relief de mes parents. À l'intérieur se trouvait une invitation pour la fête des 40 ans de Rebecca, un gala au Newton Country Club, tenue de soirée, dans 3 semaines. Une note manuscrite de Rebecca était glissée à l'intérieur. Ce ne serait pas complet sans toi et Sophia. S'il vous plaît, venez. Maman promet de bien se tenir. J'ai tracé les lettres en relief du bout du doigt.
des souvenirs de d'innombrables événements mondains où je m'étais senti comme une imposteur au sein de ma propre famille. L'idée de retourner dans ce monde me serra l'estomac. J'ai appelé mon père, désormais une présence plus régulière dans nos vies grâce à des appels vidéo hebdomadaires avec Sophia. Tu étais au courant de ce gars-là? Oui, admit-il. C'était l'idée de ta mère. Mais Rebecca veut sincèrement que tu sois là. Est-ce un piège? La chance pour maman de parader la fille prodigue devant ses amis? Il soupira. Probablement un peu de ça, oui, mais c'est aussi l'anniversaire marquant de Rebecca. Et elle a fait de vrais efforts, Mel. C'était vrai. Contrairement à notre mère, Rebecca avait montré de véritables remords pour son rôle dans la dynamique familiale. Elle avait envoyé des cadeaux attentionnés à Sophia, fait des efforts pour présenter ses enfants à leur cousine via des appels vidéo, transmis des informations médicales familiales dont j'aurais pu avoir besoin. Je vais y réfléchir, lui dis-je. Cette nuit-là, j'en ai discuté avec Sophia. Est-ce que je pourrais rencontrer mes cousins en personne, demanda-t-elle, les yeux pétillants, elle les avait rencontrés via des appels vidéo. Elle avait développé un lien particulier avec l'enfant du milieu de Rebecca, Emma, qui partageait son amour de la science. Oui, et ta tante Rebecca et ta grand-mère aussi. Et les choses méchantes que grand-mère a dites sur moi avant ma naissance? J'avais été honnête avec Sophia sur l'histoire de notre famille, de manière adaptée à son âge. Elle savait que ses grands-parents avaient initialement rejeté son existence, mais pas les détails les plus durs. Les gens disent parfois des choses méchantes quand ils ont peur ou sont en colère, expliquai-je. Grand-mère était très inquiète de ce que les autres penseraient. C'était plus important pour elle que d'être gentille. C'est idiot, déclara Sophia avec une certitude de 12 ans. Oui, c'est très idiot. Je pense que nous devrions y aller, décida-t-elle. Je veux rencontrer Emma et je veux porter une belle robe. Je souris à son raisonnement simple. Nous verrons. Après avoir couché Sophia, j'ai appelé Claire pour avoir son avis. Tu les as tenus à distance selon tes propres conditions, a-t-elle fait remarquer. Peut-être est-il temps de voir si tu peux exister dans leur monde à tes conditions. Et si rien n'a changé? Et si ce n'est qu'une autre occasion pour eux de me faire me sentir inadéquate? Alors tu pars, dit simplement Claire. Tu n'es plus cette fille impuissante, Mel. Tu es une PDG prospère, une mère, une femme qui a bâti un empire à partir de rien. Tu peux gérer un gala au country club. 2 jours plus tard, j'ai répondu oui pour moi et Sophia. J'ai réservé des billets en première classe pour Boston et une suite aux Four Seasons. Non pas pour impressionner qui que ce soit, mais parce que je méritais le confort, et Sophia méritait une gâterie. La nuit du gala est arrivée, fraîche et claire. Sophia tourbillonnait dans sa robe bleu nuit avec de minuscules étoiles argentées brodées sur la jupe. Comme le ciel nocturne, maman. Tandis que j'avais opté pour une robe colonne noire élégante qui projetait une élégance simple. Pas de bijoux tape à accent grave-l'œil, pas de marque de créateurs exposés, juste une confiance tranquille. Alors que notre voiture approchait du country club, j'ai ressenti une tension familière dans ma poitrine. La même anxiété que j'avais ressentie lors d'innombrables événements familiaux où je n'étais jamais tout à fait à la hauteur. Tu vas bien, maman? Demanda Sophia, remarquant mon expression. J'ai serré sa main, juste un peu nerveuse. Parfois, quand je suis avec grand-mère et ses amis, j'ai l'impression d'être encore une petite fille. Sophia me regarda sérieusement. Mais tu ne le es pas. Tu es ma maman et tu fais la meilleure application du monde. J'ai ri, la tension se relâchant. Eh bien, quand tu le dis comme ça. Le country club n'avait pas changé. Même pelouses impeccables, même architecture coloniale, même richesse discrète. Alors que nous entrions, les têtes se tournèrent. J'entendis des murmures. C'est l'autre fille de Catherine, celle de la technologie. Tu as lu cet article? Rebecca se précipita immédiatement, m'enveloppant dans une étreinte qui me parut étonnamment sincère. Tu es venu? Je n'étais pas sûr que tu le ferais. Joyeux anniversaire, dis-je, lui tendant une petite boîte cadeau contenant une broche vintage que j'avais trouvée dans un magasin d'antiquités de San Francisco. Une qui me rappelait quelque chose que notre grand-mère avait porté. Et ce doit être Sophia. Rebecca s'agenouilla. Je suis ta tante Rebecca. Je suis si heureuse de te rencontrer enfin en personne. Sophia, soudainement timide, parvint à un discret, joyeux anniversaire,
avant de repérer ses cousines de l'autre côté de la pièce et de s'animer. C'est Emma? Rebecca sourit. Oui, elle n'arrête pas de parler de te rencontrer depuis une semaine. Tu veux aller lui dire bonjour? Alors que Sophia s'élançait pour rejoindre ses cousines, je me préparais à la rencontre inévitable avec ma mère. Je n'eus pas à attendre longtemps. Mélissa. Elle me fit la bise sur les 2 joues, limitant le contact physique au minimum. Cette robe est simple, mais elle te va bien. 7 mots, 2 compliments empoisonnés. Certaines choses ne changent jamais. Maman, tu as l'air bien. Elle l'était. Cheveux colorés avec expertise, robe de créateur. Pas une ride en vue. Malgré ses 65 ans. Je n'étais pas sûr que tu viendrais. Tu as été si indépendante ces dernières années, demanda Rebecca. J'ai toujours eu du temps pour les gens qui me veulent sincèrement dans leur vie. Son sourire se crispa presque imperceptiblement. Eh bien, tout le monde s'est renseigné sur toi. L'article du Boston Globe a fait grand bruit dans notre cercle. Et voilà, la vraie raison de mon invitation. Pas la réconciliation, mais le contrôle des dégâts. Une chance de montrer à ses amis que la discorde familiale avait été réparée, qu'elle avait magnanimement accueilli sa fille égarée. Je suis sûr que oui, répondis-je froidement. Si vous voulez bien m'excuser, je devrais aller voir Sophia. Alors que je me retournais pour partir, elle me retint le bras. Nous sommes assis à la table d'honneur. Bien sûr, toi et Sophia nous rejoindrez. Je retirai doucement sa main. Bien sûr. La soirée se déroula comme une danse soigneusement chorégraphiée. J'ai eu des conversations polies avec d'anciens amis de la famille, j'ai répondu à des questions sur Birthright, j'ai regardé Sophia jouer avec ses cousines. Mon père, étonnamment, est resté à mes côtés pendant une grande partie de la nuit, intervenant lorsque les conversations devenaient trop insistantes ou critiques. Pendant le dîner, ma mère a tapé sur son verre pour attirer l'attention. Nous sommes si bénis de célébrer l'anniversaire de Rebecca avec notre famille et nos chers amis. Particulièrement bénis d'avoir notre fille Mélissa et notre petite-fille Sophia qui nous rejoignent de Californie. Certains d'entre vous savent que Mélissa a connu un grand succès avec son entreprise technologique. La pause avant, entreprise technologique, en disait long. Nous avons toujours su qu'elle trouverait son chemin un jour. Elle continua avec un sourire contraint. La famille est tout pour nous, les Anderson. Quoi qu'il arrive. L'ironie était si épaisse que je pouvais à peine respirer. Je sentis tous les regards sur moi, attendant ma réponse. L'ancienne Mélissa aurait souri poliment, acceptant la réécriture de l'histoire, l'effacement de la douleur. Mais je n'étais plus cette Mélissa. Je levai mon propre verre, à Rebecca pour son anniversaire et à la famille, celle dont nous sommes nés et celle que nous choisissons. Aux secondes chances quand elles sont méritées, et à la vérité, sans laquelle l'amour n'est qu'une performance. Un murmure parcourut la table. Le sourire de ma mère se figea. Mon père tendit la main sous la table et me serra la main. Rebecca, toujours l'artisane de la paix, orienta rapidement la conversation vers des sujets plus sûrs. Mais quelque chose avait changé. J'avais revendiqué mon récit, refusant qu'il soit aseptisé pour la consommation publique. Plus tard, alors que Sophia jouait avec ses cousines pendant le dessert, ma mère me coinça sur la terrasse. C'était inutile, siffla-t-elle. C'est la soirée de Rebecca. C'est pourquoi je n'ai pas raconté toute l'histoire, répondis-je calmement. Celle d'avoir été jetée dehors, des années de silence, de vous qui ne m'avez contacté que lorsque vous avez vu mon succès dans la presse. Tu es déterminé à nous dépeindre comme des méchants. Non, maman. Je suis déterminé à vivre dans la vérité. Si cela te met mal à l'aise, peut-être devrais-tu te demander pourquoi. Elle lissa ses cheveux déjà parfaits, une habitude nerveuse dont je me souvenais de l'enfance. Ton père a été différent depuis ta visite. Distant, remettant tout en question. Est-ce ce que tu voulais, le monter contre moi après 40 ans de mariage? Pour la première fois, je vis quelque chose de nouveau dans son expression. La peur, non pas de l'opinion publique, mais de perdre le contrôle. De perdre mon père. Je ne veux monter personne contre toi. Je ne ferai juste plus semblant. Pour ton bien, pour le mien ou pour les apparences. Alors, qu'est-ce que tu veux, Mélissa? Que faudra-t-il pour laisser cette laideur derrière nous? Je regardais à travers les portes de la terrasse Sophia, riant avec ses cousines, mon père,
les observant avec une joie sincère. Rebecca, qui malgré ses défauts, essayait de combler les divisions de notre famille. Une reconnaissance, dis-je finalement, non seulement en privé, mais au sein de notre famille et de votre cercle social. Une reconnaissance que vous et papa avez fait un choix cruel. Que vous avez valorisé les apparences au détriment de votre fille et de votre petite-fille. C'est le point de départ. Et ensuite, si je m'humilie comme ça, alors nous commençons à construire quelque chose de nouveau. Pas l'ancienne relation où je cherchais constamment une approbation que je n'ai jamais reçue. Quelque chose d'honnête, quelque chose qui fasse de la place à qui je suis réellement, et non à qui vous auriez voulu que je sois. Elle me fixa un long moment. Tu as changé. Oui, acquiesçai-je. C'est ce qui arrive quand on arrête d'essayer de plaire à des gens qu'on ne peut pas satisfaire. À l'intérieur, l'orchestre commença à jouer pour la première danse de Rebecca. Ma mère sembla tirailler entre continuer notre conversation et maintenir les apparences en étant présente pour le moment. Vas-y, dis-je doucement. C'est la soirée de Rebecca. Alors qu'elle s'éloignait, le dos droit, le sourire fermement en place, je me suis demandé si ce que j'avais dit avait pénétré des décennies de façades soigneusement construites. J'en doutais, mais pour la première fois, j'ai réalisé que cela n'avait pas d'importance. Je n'avais plus besoin qu'elle change pour être entière moi-même. Le lendemain matin du gala de Rebecca, j'ai emmené Sophia au musée des enfants de Boston. Un choix délibéré pour créer un souvenir positif dans une ville qui me causait tant de douleur. En la regardant explorer les expositions avec un enthousiasme débridé, je m'émerveillais de sa résilience, de son ouverture à la joie malgré les dynamiques familiales compliquées qui l'entouraient. Mon téléphone a vibré avec un SMS de mon père. Petit déjeuner demain avant ton vol. Juste nous trois. J'ai répondu par un simple « oui », puis j'ai rangé mon téléphone et me suis concentré sur l'aventure de Sophia dans la salle des bulles du musée. Le lendemain matin, nous avons rencontré mon père dans un café tranquille près de notre hôtel. Il semblait fatigué, avec des cernes sous les yeux suggérant une nuit sans sommeil. « Tout va bien, papa ?» demandai-je après avoir commandé. Il réussit à sourire pour Sophia, qui coloriait le menu des enfants, avant de répondre doucement. Ta mère et moi avons eu une longue conversation après le gala. Plusieurs conversations, en fait. Quelque chose dans son ton me fit redresser. Surtout, le passé, la façon dont nous t'avons traité, ce qui se passe ensuite. Il hésita. Je lui ai dit que je n'étais plus disposé à faire semblant non plus. Que si elle voulait sauver une relation avec toi et Sophia, elle devait faire face à la réalité. Comment ça s'est passé? Il eut un rire sans joie. Aussi bien que tu t'y attendrais. Elle m'a accusé de la trahir. Elle a dit que je réécrivais l'histoire pour apaiser ma culpabilité. Sophia a levé les yeux, voyant la tension dans sa voix. J'ai rapidement suggéré qu'elle explore la petite bibliothèque du café dans le coin, à portée de vue mais hors de portée d'oreille. Je suis désolé, dis-je une fois qu'elle parcourait les livres. Je n'ai jamais eu l'intention de te séparer de maman. Tu ne l'as pas fait, répondit-il fermement. Des décennies d'évitement et de performance l'ont fait. Ton retour nous a juste forcés à faire face à ce que nous ignorions. Nos plats sont arrivés, interrompant momentanément la conversation. Quand Sophia est revenue à table, la discussion a porté sur des sujets plus légers. Son école à San Francisco, les projets de retraite de mon père, les endroits à Boston que nous pourrions visiter lors de notre prochain voyage. Alors que nous nous apprêtions à partir, mon père me tendit une enveloppe. N'ouvre pas ça maintenant, dit-il. Attends d'être chez toi. Le vol de retour vers San Francisco fut agréable. Sophia dormit la majeure partie du trajet après notre week-end chargé. De retour à la maison, après l'avoir couchée, j'ai enfin ouvert l'enveloppe de mon père. À l'intérieur se trouvait un chèque d'1 million de dollars et une lettre. Mélissa, commençait-elle. Ce n'est pas une expiation. Aucun montant ne pourrait servir à cet effet. Ce n'est pas un investissement dans Birthright. Le succès de votre entreprise est entièrement votre propre réussite. Cela représente ce qui aurait été le vôtre si nous vous avions soutenu dès le début, les fonds d'éducation, la fiducie de vos grands-parents que nous avons retenus, une décennie de cadeaux d'anniversaire et de Noël jamais offerts. C'est à vous sans condition. Utilisez-le, rendez-le, donnez-le. Quel que soit votre choix, il sera le bon. Je fais des changements dans ma vie que j'aurais dû faire il y a des années. Votre mère et moi entamons une thérapie.
Je me suis retiré des conseils d'administration des hôpitaux pour me concentrer sur ce qui compte vraiment. J'ai consulté un avocat pour m'assurer de la place de Sophia dans notre testament, quoi qu'il arrive entre votre mère et moi. Vous avez demandé une reconnaissance. Je commence par cette lettre, mais il y en aura d'autres. La vérité mérite d'être dite, aussi inconfortable soit-elle, avec l'admiration et l'amour que j'aurais dû exprimer il y a longtemps, papa. Je suis resté longtemps avec la lettre, les émotions m'envahissant par vagues. Le chèque représentait une fortune pour la plupart des gens, mais sa valeur monétaire n'était pas ce qui me touchait. C'était la reconnaissance concrète de l'erreur, la preuve tangible du changement. Le lendemain matin, je l'ai appelé. J'ai eu ta lettre, dis-je quand il a répondu. Et je n'ai pas besoin d'argent, papa. Je sais que tu n'en as pas besoin, répondit-il. C'est en partie pourquoi je veux que tu l'aies. J'ai réfléchi à ce que cet argent pouvait signifier. Non pas pour moi, mais pour d'autres. J'aimerais l'utiliser pour étendre le programme de bourse de Birthright pour les mères célibataires. Créer le programme de bourse de la famille Anderson. Silence. Puis une réponse légèrement étranglée. Je serais honoré. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un email inattendu de ma mère. Pas de salutation, pas de politesse, juste 3 phrases. Votre père dit que je vous dois une reconnaissance. Je n'aurais jamais dû vous donner cet ultimatum il y a 7 ans. J'ai vécu avec les conséquences de cette erreur chaque jour depuis. Ce n'étaient pas des excuses. Ce n'était ni chaleureux ni émotionnel, mais de la part d'une femme qui n'avait jamais admis d'erreur de sa vie, c'était sismique. J'ai montré l'email à Claire lors de notre appel vidéo du dimanche. Eh bien, dit-elle après l'avoir lu, la reine des glaces a reconnu qu'elle saigne. C'est un début. Dois-je répondre ? Que veux-tu dire ? J'ai réfléchi attentivement à la question, que j'appréciais son email, que nous avions un long chemin à parcourir, que Sophia méritait mieux qu'une grand-mère qui la considérait comme la preuve d'une erreur. Alors dis-le, conseilla Claire directement, sans colère mais sans enjoliver. Je l'ai fait, envoyant une réponse tout aussi directe. Merci de reconnaître ce qui s'est passé. J'espère que c'est le début d'une communication honnête entre nous. Sophia et moi sommes ouvertes à construire une nouvelle relation, mais seulement une basée sur le respect et l'acceptation. La réponse arriva plusieurs jours plus tard, plus longue cette fois, moins défensive. Elle écrivit qu'elle suivait sa première séance de thérapie avec mon père, qu'elle reconsidérait ses priorités à mesure qu'ils avançaient en âge, qu'elle voulait mieux connaître Sophia. C'était guindé, formel, clairement difficile pour elle d'écrire, mais c'était sincère. Au cours des mois suivants, une correspondance prudente se développa. Je ne partageais pas les détails intimes de nos vies, mais j'envoyais des photos du projet scientifique de Sophia, des mises à jour sur l'expansion de Birthright, des nouvelles de l'ouverture d'une 3e librairie de Claire. Ma mère répondait par des communications tout aussi mesurées, des nouvelles des enfants de Rebecca, des mises à jour sur les changements communautaires, des questions hésitantes sur nos vies à San Francisco. 6 mois après le gala de Rebecca, j'ai reçu une autre communication inattendue. Cette fois, une lettre officielle de l'église de mes parents. Le pasteur écrivit que Catherine Anderson avait démissionné de son poste de présidente du ministère des Femmes après 15 ans de service. Elle avait, écrivit-il, exprimé le désir de se concentrer sur la réconciliation familiale et la croissance personnelle. Je fixai la lettre incrédule. Rien, pas même mon succès, pas même l'article du Boston Globe ne m'avait autant choqué que ma mère renonçant volontairement à sa position de pouvoir social. Ce soir-là, elle appela directement pour la première fois. « Tu as reçu la lettre du pasteur Michael ?» demanda-t-elle sans préambule. Oui, j'ai été surprise. Une longue pause. Il était temps de changer. Venant de ma mère, cette simple déclaration était révolutionnaire. « Tu vas bien ?» demandai-je, sincèrement préoccupé. Une autre pause. « Je m'adapte. Ton père a été un soutien. » La conversation resta maladroite. 2 personnes cherchant leur chemin sur un terrain émotionnel inconnu. Mais alors que nous nous disions au revoir, ma mère dit quelque chose qui me laissa sans voix. J'ai lu sur ton application, ce que tu as construit. C'est remarquable, Mélissa. De la part de la femme qui avait autrefois qualifié ma carrière technologique de « jouer avec les ordinateurs », cela représentait un changement fondamental. Cette nuit-là, je me suis assise sur mon balcon surplombant la baie de San Francisco, réfléchissant aux tournants inattendus que la vie peut prendre.
Il y a 10 ans, j'avais été chassé de ma maison familiale, enceinte et seule. Aujourd'hui, je dirigeais une entreprise évaluée à près de 100 millions, j'élevais une fille brillante et j'étais témoin de ce qui avait semblé impossible, mes parents changeaient, grandissaient, reconnaissaient leurs erreurs. Le chemin à parcourir aurait encore des obstacles. Ma mère ne serait jamais chaleureuse et démonstrative. Mon père porterait toujours sa culpabilité. Mais quelque chose de nouveau émergeait des cendres de notre famille brisée. Quelque chose d'authentique, même si imparfait. Le lendemain matin, j'ai organisé une réunion de famille avec Sophia et Claire. Que diriez-vous de passer Noël à Boston cette année, demandai-je à Sophia. Ses yeux s'écarquillèrent. Avec grand-père et grand-mère et tante Rebecca? Oui, tous. Elle réfléchit un instant. Sérieuse comme toujours lorsqu'il s'agissait de prendre des décisions importantes. Grand-mère sera-t-elle gentille avec toi? Elle essaie de l'être, répondis-je honnêtement. Les gens peuvent changer, mais cela prend du temps. Sophia hocha la tête sagement. Nous devrions lui donner une chance alors. Tout le monde mérite une seconde chance. J'ai regardé Claire, qui haussa les épaules avec un sourire. Quand est-elle devenue si sage? Elle a de bons exemples, répondis-je, les serrant toutes les deux dans mes bras. Ce soir-là, j'ai envoyé un email à mes parents acceptant leur invitation de Noël. Avec une condition, Claire nous rejoindrait. Ma famille choisie et ma famille de naissance convergeaient enfin. La réponse est venue en quelques heures. Un simple « Nous nous réjouissons de vous accueillir tous ». Pas de drame, pas de conditions, juste de l'acceptation. Le voyage n'était pas terminé, mais un nouveau chapitre avait définitivement commencé. Mademoiselle Anderson, ils sont prêts pour vous. Je lissai mon blazer et suivis l'assistante dans la salle de conférence où le conseil d'administration de l'hôpital m'attendait. Ce n'était pas n'importe quel hôpital. C'était le Boston Memorial, où mon père avait passé sa carrière de chirurgien. 6 mois après notre visite de Noël, qui s'était étonnamment bien passée avec seulement des tensions mineures, je me retrouvais de nouveau à Boston dans un but différent. Birthright avait lancé une nouvelle initiative en partenariat avec de grands hôpitaux pour offrir gratuitement nos services premium à toutes les futures mères, quel que soit leur revenu ou leur statut d'assurance. Le Boston Memorial était notre partenaire phare sur la côte est. Mon père, désormais entièrement à la retraite, avait aidé à organiser la réunion, mais n'était pas présent. C'était mon moment seul. Bonjour, commençai-je en m'adressant à la salle de professionnels de la santé distinguée. Merci d'avoir envisagé ce partenariat avec Birthright. Alors que je commençais ma présentation, statistiques sur les résultats en matière de santé maternelle, témoignages de partenaires hospitaliers existants, projections financières, je ressentis une impression surréaliste de boucler la boucle. Me voici dans le domaine professionnel de mon père, prise au sérieux non pas en tant que fille du docteur Anderson, mais en tant que PDG prospère à part entière. Le chef d'obstétrique de l'hôpital, le docteur Eleanor Chen, se pencha en avant. Votre accent sur l'accessibilité pour les mères célibataires et les familles à faible revenu est particulièrement impressionnant, mademoiselle Anderson. Qu'est-ce qui a inspiré cet aspect de Birthright? Je fis une pause, me demandant à quel point je devais être personnel dans un cadre professionnel. Habituellement, je gardais mon histoire d'origine professionnelle, me concentrant sur les lacunes du marché plutôt que sur l'expérience personnelle. Mais quelque chose dans le fait d'être à Boston, dans cet hôpital où mon père avait travaillé, me fit choisir la transparence. J'étais moi-même une mère célibataire, répondis-je. Quand j'avais 24 ans et que j'étais enceinte, j'ai découvert que la plupart des ressources pour la grossesse supposaient un système de soutien traditionnel, un partenaire, une aide familiale, une stabilité financière. Je n'avais aucune de ces choses. Je n'ai pas mentionné que j'avais été renié. Pas besoin. L'argument commercial était suffisamment solide sans drame personnel. Birthright est né de cette lacune du marché. Nous avons maintenant aidé plus de 6 millions de femmes à naviguer pendant la grossesse et les débuts de la parentalité, beaucoup d'entre elles dans des situations similaires à la mienne. Le docteur Chen hocha la tête avec approbation. Eh bien, votre expérience personnelle s'est traduite par une ressource exceptionnelle. Je pense parler au nom du conseil d'administration en disant que nous sommes enthousiasmés par ce partenariat. Une fois la réunion conclue avec succès, j'ai vérifié mon téléphone et j'ai trouvé plusieurs appels manqués de ma mère. Inhabituel puisque notre communication se limitait généralement à des appels programmés et à de brefs SMS. Maman,
Tout va bien, demandai-je quand elle répondit à mon rappel. Oui, ça va, répondit-elle, sa voix tendue. J'ai entendu dire que tu présentais à Mémorial aujourd'hui. Ah, bien sûr, la nouvelle voyagerait dans leurs cercles sociaux. Oui, nous lançons un programme de partenariat. Ça s'est bien passé. Une pause. Je me demandais si tu aurais le temps de déjeuner pendant que tu es en ville. C'était sans précédent. Ma mère initiait une rencontre individuelle imprévue. J'ai un vol à 16 heures, dis-je prudemment. Mais je pourrais prendre un rapide déjeuner. Nous avons convenu de nous rencontrer dans un petit café près de l'hôpital. Quand je suis arrivé, ma mère était déjà assise, parfaitement soignée comme toujours, mais un peu maussade. Comment s'est passée votre présentation, demanda-t-elle après que nous ayons commandé. Réussi. Ils sont d'accord pour le partenariat. Elle hocha la tête, tripotant sa serviette. Un geste nerveux que j'avais rarement vu chez elle. Ton père serait fier. Est fier? Je veux dire, il a aidé à organiser la réunion, ai-je reconnu. Un silence inconfortable s'installa entre nous. Ma mère le rompit de manière inattendue. Je suis passé devant ton ancien bureau de start-up hier. Le bâtiment a été rénové. C'est un incubateur technologique maintenant. J'ai levé un sourcil, surprise qu'elle sache même où se trouvait mon ancien bureau. J'ai appris à connaître ton parcours, expliqua-t-elle, voyant mon expression. Les endroits de Boston qui faisaient partie de ta vie avant. L'appartement que tu avais quand? Quand tout s'est passé. Pourquoi, demandai-je simplement. Elle fixa sa tasse de café. Ton père et moi faisons cet exercice en thérapie, en retraçant les étapes, en comprenant les impacts. Il m'a suggéré d'essayer d'imaginer ta vie à l'époque, ce que c'était pour toi. Pour peut-être la première fois de ma vie d'adulte, je vis ma mère vulnérable, incertaine. C'était difficile, dis-je finalement. Être seule, être enceinte, recommencer, mais ça m'a rendue plus forte. Oui, acquiesça-t-elle doucement. Clairement, ça l'a fait. Nos plats arrivèrent, créant une pause naturelle. Tandis que nous mangions, ma mère me surprit de nouveau. L'épouse du président du conseil d'administration de l'hôpital fait partie de mon club de jardinage, Martha Stevens. Elle m'a parlé de votre présentation, a dit que vous étiez, et je cite, brillante et autoritaire. J'attendis le qualificatif. La diminution subtile qui suivait habituellement tout éloge de ma mère. Au lieu de cela, elle ajouta, je n'ai pas été surprise de l'entendre. J'ai failli laisser tomber ma fourchette. Vous ne l'étiez pas? Un léger sourire effleura ses lèvres. Mélissa, quelles que soient nos difficultés, je n'ai jamais douté de ton intelligence, de ta détermination. Même quand je désapprouvais tes choix, je reconnaissais tes capacités. Vous ne m'avez jamais dit ça. Non, acquiesça-t-elle. J'étais trop concentré sur ce que je pensais que tu devrais faire avec ces capacités. Nous mangeâmes en silence quelques instants avant qu'elle ne reprenne la parole. J'ai vu la vidéo du projet scientifique de Sophia que vous avez envoyé, le modèle du système solaire avec les planètes motorisées. L'a-t-elle construit elle-même? La plupart. J'ai aidé avec quelques-uns des câblages. Elle me rappelle toi à cet âge. Toujours à construire des choses, toujours à se demander comment les choses fonctionnent. Une autre pause. J'aurais dû encourager cela davantage. C'était la chose la plus proche que ma mère ait jamais dite pour exprimer des regrets concernant mon enfance. Pas seulement de m'avoir chassé quand j'étais enceinte. Il n'est pas trop tard pour encourager Sophia, offris-je. Elle leva les yeux. Surprise et quelque chose comme de l'espoir dans son expression. Non, je suppose que non. Alors que le déjeuner se terminait et que nous nous apprêtions à nous séparer, ma mère fouilla dans son sac et en retira un petit paquet emballé. Pour Sophia, expliqua-t-elle. C'est un livre sur les femmes scientifiques. Je pensais qu'elle pourrait l'aimer. J'acceptai le cadeau, touché par l'attention. Cela montrait qu'elle faisait attention à qui Sophia était réellement, et non à qui elle aurait voulu qu'elle soit. Merci. Elle va adorer. Nous marchâmes ensemble jusqu'à la rue où mon Uber attendait. Maladroitement, ma mère se pencha pour une brève étreinte. Notre premier contact physique au-delà des bises formelles en des années. Bon voyage, dit-elle, reculant rapidement. Maman,
l'appelai-je alors qu'elle se tournait pour partir. Voudriez-vous, papa et toi, venir à San Francisco le mois prochain pour la foire scientifique de Sofia? Elle aimerait que vous soyez là. L'invitation nous surprit tous les deux, mais Sofia avait en effet demandé si ses grands-parents pouvaient venir, et j'avais promis d'y réfléchir. Le sang-froid de ma mère s'écroula momentanément. Une émotion sincère transparaissait. Nous aimerions beaucoup ça. Alors que mon Uber s'éloignait, je réfléchis à tout ce qui avait changé en un an. La femme qui m'avait jadis donné 24 heures pour quitter sa maison faisait maintenant des efforts timides pour comprendre ma vie, pour se connecter avec ma fille selon les conditions de Sofia, et non les siennes. Le changement n'effaçait pas le passé, la douleur du rejet, les années d'absence. Ceux-ci n'étaient pas annulés par les récentes améliorations, mais peut-être pouvaient-ils être équilibrés par quelque chose de nouveau, quelque chose d'honnête. Ce soir-là, pendant le vol de retour, j'ai rédigé un email à mon équipe de direction décrivant les prochaines étapes du partenariat hospitalier. Pendant que je travaillais, une notification est apparue. Un email de ma mère avec pour objet « Merci ». Le message était bref. J'ai apprécié notre déjeuner aujourd'hui. J'ai acheté les livres pour votre chambre d'amis en prévision de notre visite le mois prochain. Au plaisir de voir le projet scientifique de Sofia en personne. Joint se trouvait un reçu d'une librairie de Boston. Des livres pour enfants sur le codage, l'exploration spatiale et les femmes scientifiques. Des livres choisis pour qui Sofia était réellement, et non pour qui ma mère aurait voulu qu'elle soit. C'était une petite chose, mais dans le contexte de notre relation, cela semblait monumental. J'ai pensé à appeler Claire pour discuter de ces développements, mais j'ai décidé d'attendre d'être à la maison. Certaines émotions étaient trop complexes pour être traitées à 30 000 pieds. Au lieu de cela, j'ai ouvert le dossier de photos de mon ordinateur portable et j'ai trouvé une photo récente de Sofia dans notre jardin, présentant fièrement son projet scientifique. Je l'ai défini comme fond d'écran de mon bureau, un rappel de ce qui importait vraiment. Non pas les blessures passées, non pas la valorisation de l'entreprise, mais l'enfant aux yeux brillants qui avait tout changé. L'hôtesse de l'air s'est arrêtée à mon siège. « Vous rentrez à la maison ?» demanda-t-elle, remarquant la photo. « Oui », répondis-je avec un sourire. « À la maison auprès de ma fille. » Le mot « maison » me semblait juste d'une manière qu'il n'avait jamais eue à Boston. La maison n'était plus un lieu. C'était partout où Sofia était, partout où nous construisions notre vie ensemble. Quoi qu'il arrive avec mes parents, avec Birthright, avec tout autre aspect de ma vie, cette vérité fondamentale restait inchangée. J'ai fermé mon ordinateur portable et j'ai regardé par la fenêtre le coucher de soleil, peignant les nuages d'or et de rose. Il y avait quelque chose de poétique à voler vers l'ouest, vers la maison, laissant la côte et son histoire compliquée derrière moi. Pas pour toujours, mais avec une saine distance. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Sofia. « Tu me manques, maman. Claire et moi avons fait des pâtes maison. Quand rentres-tu à la maison ?» J'ai souri et j'ai tapé en retour. « Je suis en route. Garde-moi des pâtes. Je t'aime plus que toutes les étoiles. » Sa réponse est venue instantanément. « Je t'aime plus que toutes les étoiles et planètes réunies. » Notre petit rituel a commencé il y a des années, quand elle s'est pour la première fois passionnée pour l'astronomie. Quoi qu'il arrive avec mes parents, avec Birthright, avec tout autre aspect de ma vie, ce lien, cet amour pur et inconditionnel était la fondation sur laquelle tout le reste était construit. Alors que l'avion commençait sa descente vers San Francisco, je ressentis un sentiment de paix m'envahir. Le voyage n'était pas terminé. La guérison familiale se produit rarement dans des moments cinématographiques de réconciliation soignée. C'est désordonné, progressif, souvent frustrant. Mais pour la première fois, je croyais que nous allions tous dans la bonne direction. « Maman, ils sont là. » La voix excitée de Sofia résonna dans notre maison de San Francisco alors que la sonnette retentissait. Je lissai ma robe et pris une profonde inspiration, me recentrant avant de me diriger vers la porte d'entrée. Cela faisait 3 ans depuis ce premier déjeuner tendu à Boston. 3 ans de reconstruction minutieuse, de limites testées et respectées, de relations progressivement transformées. Aujourd'hui marquait une étape importante. Mes parents venaient pour la célébration du 12e anniversaire de Sofia, non pas pour une brève apparition, mais pour un séjour d'une semaine complète dans notre chambre d'amis. J'ouvris la porte et les trouvai côte à côte, mon père portant 2 valises, ma mère tenant un cadeau élégamment emballé. Ils semblaient plus âgés,
mais d'une certaine manière plus légers que les années précédentes, comme s'ils avaient déposé des fardeaux qu'ils avaient portés pendant des décennies. Bienvenue à San Francisco, dis-je, m'écartant pour les laisser entrer. Comment s'est passé votre vol? Sans incident, heureusement, répondit mon père, posant les bagages pour m'embrasser brièvement. Ma mère tendit son cadeau à Sophia avant de m'offrir une étreinte légèrement maladroite. La maison est charmante, Mélissa. Ses baies vitrées reçoivent une lumière magnifique. Pas de compliments empoisonnés, pas de critiques voilées, juste une observation directe. Progrès, en effet. Sophia sautillait sur la pointe des pieds, contenant à peine son excitation. Je peux leur montrer ma chambre maintenant et mes projets de codage et le bureau? Je ris. Laissez-les s'installer d'abord, ma chérie. Ils ont eu un long voyage. En fait, interrompit mon père. J'aimerais voir sur quoi tu as travaillé, Sophia. Donne-moi juste 5 minutes pour me rafraîchir. Alors que mes parents disparaissaient dans la chambre d'amis, je serrai l'épaule de Sophia. Ils t'ont apporté un assez grand cadeau. Elle haussa les épaules. Le meilleur cadeau, c'est qu'ils sont venus toute une semaine cette fois. Sa simple déclaration me réchauffa le cœur. Malgré notre histoire familiale compliquée, Sophia avait développé une relation authentique avec ses grands-parents au cours des dernières années. Différente de celle qu'ils avaient avec les enfants de Rebecca, plus timide peut-être, mais authentique à sa manière. La semaine se déroula avec une facilité surprenante. Mon père, embrassant pleinement la retraite, passa des heures avec Sophia à construire un kit de robotique complexe qu'ils avaient choisi ensemble. Ma mère, bien qu'encore plus réservée, fit de véritables efforts pour se connecter, posant à Sophia des questions réfléchies sur ses centres d'intérêt, l'aidant à planifier le menu de sa fête d'anniversaire, et assistant même à un marathon de la série de science-fiction préférée de Sophia sans un seul commentaire désobligeant. Le 3e jour, alors que Sophia était à l'école et que mon père rencontrait un vieil ami pour déjeuner, ma mère demanda à voir mon bureau. Le siège de Birthright, précisa-t-elle, si c'est permis. Bien sûr, répondis-je, surprise par son intérêt. Nous pouvons y aller cet après-midi. Le bâtiment de verre de 30 étages qui abritait les opérations de Birthright reflétait le succès de l'entreprise. Moderne, innovant, avec des vues spectaculaires sur la baie. Alors que nous montions en ascenseur jusqu'à l'étage exécutif, j'observais ma mère tout absorbée, son expression illisible. C'est assez différent de votre ancien bureau de start-up, commenta-t-elle finalement. Très différent, acquiesçai-je. Nous avons plus de 300 employés maintenant, des bureaux dans 6 pays. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent pour révéler notre zone de réception où Ariana, mon assistante, nous accueillit chaleureusement. Mademoiselle Anderson, votre appel de 15 heures à reprogrammer, et l'équipe produit a besoin de 15 minutes sur votre agenda pour discuter de la nouvelle fonctionnalité de traduction linguistique. Merci, Ariana, voici ma mère, Catherine Anderson. Si Ariana fut surprise de rencontrer la femme qui m'avait jadis renié, elle ne le montra pas. Enchantée de vous rencontrer, Madame Anderson. Puis-je vous offrir quelque chose? Café, thé, de l'eau, ce serait charmant. Merci. Alors que je guidais ma mère à travers le bureau, la présentant aux membres clés de l'équipe et expliquant les différents départements, je fus frappé par le caractère surréaliste du moment. Pendant des années, ces deux parties de ma vie, la famille et Birthright, avaient existé dans des univers séparés. Maintenant, elles se heurtaient de manière inattendue. Dans la grande salle de conférence, un mur affichait des articles de presse encadrés sur le parcours de Birthright, y compris l'article du Boston Globe qui avait annoncé mon succès à mes parents il y a 3 ans. Ma mère s'arrêta devant, lisant le titre « De paria à révolutionnaire, comment Melissa Anderson a transformé un traumatisme personnel en un empire technologique de 75 millions de dollars. » Vous l'avez gardé, observa-t-elle calmement. Ce fut un tournant, répondis-je. Pour l'entreprise, pour moi, pour nous. Elle hocha la tête, passant à l'examen d'autres objets dans la pièce. Prix, reconnaissance, photos d'événements sponsorisés par Birthright. Elle s'arrêta devant une grande photographie de moi tenant un nouveau-né, entouré de personnel hospitalier. Notre 10000e naissance, expliquai-je. Bébé Zoé à Chicago. Sa mère a utilisé Birthright tout au long de sa grossesse. Et ceci, elle montra un certificat encadré. Le programme de bourse de la famille Anderson. Nous avons aidé plus de 300 mères célibataires à terminer leurs études tout en élevant leurs enfants.
Elle toucha légèrement le cadre. Notre nom? Oui. Merci pour cela, dit-elle simplement. De nous inclure dans quelque chose d'aussi important. Nous continuâmes la visite, terminant dans mon bureau d'angle avec sa vue panoramique sur le pont du Golden Gate. Ma mère s'assit sur l'une des chaises visiteurs, regardant non pas la vue, mais la collection de photos sur mon bureau. Sophia a divers âges. Claire à l'ouverture de sa nouvelle librairie. Notre petite famille lors des fêtes et célébrations. Vous avez construit quelque chose de remarquable ici, Mélissa, dit-elle finalement. Pas seulement l'entreprise, votre vie. Merci. Je n'arrête pas de penser à ce qui aurait pu être différent, continua-t-elle, sa voix prenant une vulnérabilité inhabituelle. Si nous vous avions soutenu quand vous nous avez dit que vous étiez enceinte, si nous avions accueilli Sophia dès le début. On ne peut pas changer le passé, maman, non. Elle me regarda directement. Mais je veux que tu saches que je reconnais ce qui a été perdu, ce que j'ai jeté. 10 ans avec ma petite fille. 10 ans de tes réalisations. Je m'assis en face d'elle, laissant ses mots s'imprégner. C'était la reconnaissance la plus directe qu'elle ait jamais offerte concernant les dégâts causés par ses actions. J'apprécie cela, dis-je finalement. Ton père s'est adapté plus facilement que moi. Elle admit qu'il s'était connecté à Sophia immédiatement. Avec toi, ça a été plus difficile pour moi. Je sais. J'ai été élevé pour croire qu'il n'y avait qu'une seule bonne façon de vivre, un seul chemin acceptable. Quand tu as dévié de cela, elle s'interrompit, rassemblant ses pensées. Je pensais que je protégeais la réputation de notre famille. Maintenant, je réalise que je ne protégeais que ma propre vision rigide du monde. La femme assise devant moi semblait presque une étrangère, vulnérable, pensive, honnête d'une manière que ma mère n'avait jamais été. Qu'est-ce qui a changé, demandai-je. Après toutes ces années, elle considéra la question attentivement. Voir votre succès en faisait partie, l'article. Mais surtout, elle fit une pause. Surtout, ce fut la prise de conscience que je t'avais perdu, que ton père s'éloignait aussi. Que ma vie parfaite était vide sans une véritable connexion. Elle lissa sa jupe, un geste que je reconnaissais de l'enfance, quelque chose qu'elle faisait lorsque les émotions menaçaient de submerger son sang-froid soigneusement maintenu. Je ne suis pas doué pour ça, Mélissa. Admettre mes erreurs, montrer mes sentiments. Mais j'essaie d'apprendre pour Sophia, pour toi, pour moi-même. Je tendis la main par-dessus le bureau et pris sa main, un geste qui aurait été inimaginable quelques années plus tôt. C'est tout ce que nous pouvons faire. Essayez d'être meilleurs demain que nous ne l'étions hier. Ce soir-là, alors que nous célébrions l'anniversaire de Sophia par un petit dîner, avec Claire, mes parents, quelques amis proches de Sophia et leurs parents, j'observais ma mère aider Sophia à disposer les bougies sur son gâteau, leur tête penchée en concentration. Mon père croisa mon regard de l'autre côté de la pièce et sourit, une reconnaissance silencieuse du chemin que nous avions tous parcouru. Plus tard, après le départ des invités et que Sophia fut couchée, entourée de nouveaux livres et kits scientifiques, je rejoignis mes parents sur le balcon arrière. La nuit de San Francisco était fraîche, mais pas froide. Le ciel était assez clair pour apercevoir quelques étoiles tenaces luttant contre la pollution lumineuse de la ville. Elle est extraordinaire, dit mon père, regardant la fenêtre assombrie de la chambre de Sophia. Elle me rappelle toi à cet âge. La curiosité, la détermination. Elle a des avantages que je n'avais pas, répondis-je, puis regrettai immédiatement la dureté de ma voix. Mais mon père hocha la tête. Oui, une mère qui la soutient inconditionnellement, qui la célèbre exactement telle qu'elle est. Nous restâmes un moment dans un silence complice, écoutant les bruits lointains de la ville. Birthright ouvre un centre de recherche, dis-je finalement. Axé sur l'amélioration des résultats en matière de santé maternelle pour les communautés mal desservies. Nous commencerons les travaux le mois prochain. C'est merveilleux, dit ma mère. Où sera-t-il situé? À Boston, en fait. Nous nous associons à plusieurs hôpitaux là-bas, y compris Memorial. Mon père sembla surpris. Vous n'en avez jamais parlé. C'est en développement depuis un certain temps. Nous voulions que tout soit finalisé avant de faire des annonces. Passerez-vous plus de temps à Boston alors? Demanda ma mère, essayant d'avoir l'air désinvolte. Sophia et moi resterons basés ici, mais nous viendrons plus fréquemment. J'hésitais avant d'ajouter, elle pourrait aimer passer une partie de ses vacances scolaires avec vous si cela vous intéresse.
l'offre resta en suspens entre nous, non seulement des visites accrues, mais une suggestion d'une plus grande intégration de nos vies après des années de séparation prudente. Nous aimerions beaucoup ça, répondit mon père pour eux deux. Vraiment beaucoup. Il y a 10 ans, j'étais assise dans ma voiture devant la maison de mes parents. Un test de grossesse positif dans mon sac à main, leur ultimatum résonnant dans mes oreilles. Je suis parti cette nuit-là en croyant avoir tout perdu. Au lieu de cela, je m'étais trouvé moi-même, j'avais trouvé ma force, mon but, ma voie, j'avais créé une entreprise qui aidait des millions de femmes, j'avais élevé s'éclairci la gorge une fille qui savait que sa valeur ne pouvait pas être mesurée par l'approbation des autres. Et maintenant, dans le chemin étrange et sinueux de la vie, j'avais trouvé une nouvelle relation avec mes parents. Pas parfaite, pas sans complications, mais authentique d'une manière que notre ancienne relation n'avait jamais été. Alors que nous étions assis ensemble sous les étoiles de San Francisco, je pensais aux nombreuses femmes qui avaient partagé leurs histoires avec moi au fil des ans. Des femmes qui avaient utilisé Birthright pendant leur propre grossesse difficile. Des femmes qui s'étaient retrouvées seules et effrayées comme je l'avais été autrefois. J'avais construit Birthright pour être le système de soutien dont j'avais eu besoin mais que je n'avais pas eu. Ce faisant, j'avais créé quelque chose de plus grand que moi, de plus grand que mon histoire personnelle de rejet et de rédemption. « À quoi penses-tu » demanda mon père, remarquant mon expression lointaine. « Au pouvoir de recommencer » répondis-je. « De construire quelque chose de nouveau à partir de rien. » Ma mère tendit la main et me serra brièvement la main. Un petit geste de la part d'une femme qui avait rarement montré d'affection physique, mais significative dans sa spontanéité. « Tu nous as appris cela » dit-elle calmement. « À recommencer quand cela semble impossible. » Alors que la nuit s'épaississait autour de nous, je ressentis un sentiment d'achèvement. Non pas parce que tout était parfait ou parce que toutes les blessures étaient guéries, mais parce que j'avais enfin cessé de me définir par ce que j'avais perdu. Au lieu de cela, je célébrais ce que j'avais construit, une entreprise prospère, un foyer aimant pour ma fille, et oui, même cette nouvelle relation honnête avec mes parents. Je m'appelle Melissa Anderson. J'ai été mise à la porte parce que j'étais enceinte. Je suis parti sans dire un mot. Étage 10 ans plus tard, je suis revenu non pas en quête d'approbation ou de validation, mais en offrant l'opportunité d'un nouveau départ à mes conditions, avec mes limites, depuis une position de force plutôt que de besoin. C'est peut-être la vengeance la plus puissante de toutes. Vivre si pleinement dans sa propre vérité que le rejet des autres perd son pouvoir de vous définir. Si cette histoire a résonné en vous, assurez-vous d'aimer et de vous abonner. Et rappelez-vous que votre histoire ne se termine pas au chapitre le plus difficile. Parfois, c'est précisément là que commence la partie la plus importante.